Je suis le capitaine Albator, et avec mon équipage, nous sommes les seuls à pouvoir empêcher l'invasion de la Terre par les mystérieuses sylvidres. Mais dans les profondeurs de l'Arctique, un danger encore plus grand est sur le point de se réveiller. Embarquez dans une aventure inédite en bande dessinée. Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, chez Kana Éditions. Bah écoute, je suis né dans les années 1975 très exactement, donc j'ai vu l'arrivée en France des tout premiers dessins animés japonais. Hein, c'était en 78 en juillet 78 avec Goldorak. Début 80, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux dessins animés qui passaient à la télévision, principalement japonais. Alors il y avait le triptyque magique pour moi, c'était Goldorak, Capitaine Flamme, Ulysse 31 en 80-81. J'ai un peu raté Albator d'ailleurs, son passage, j'étais un tout petit peu trop jeune, mais j'arrêtais pas de regarder ces dessins animés-là. Alors c'était une époque où on n'avait pas l'accès aux dessins animés aussi facile qu'aujourd'hui, donc il fallait vraiment être au rendez-vous au moment où ça passait. Et je me suis rendu compte que pour faire vivre ces personnages-là d'un mercredi à un autre, puisqu'il fallait malheureusement attendre une semaine pour voir la suite. Mais j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à dessiner ces personnages-là qui me plaisaient pour leur raconter des histoires un petit peu entre chaque épisode et en imaginer des nouveaux. Je pense que c'est à ce moment-là que l'imaginaire a commencé à travailler et que peut-être inconsciemment j'ai commencé à rêver peut-être qu'un jour je pourrais faire ce genre de métier, quoi. Voilà, donc c'était tout le début des années 80 avec des dessins animés vraiment emblématiques de l'époque Récréa 2. Et puis ça m'a tenu toutes les années 80 jusqu'à l'arrivée des gros blockbusters du Club Dorothée avec Dragon Ball, Ken le Survivant, même Juliette je t'aime et surtout les Chevaliers du Zodiaque qui ont pris une ampleur énorme. C'est là vraiment que j'ai commencé à comprendre les techniques de dessin, notamment au travers des dessins de Shingo Araki, on y reviendra certainement, mais c'est là que j'ai vraiment compris les techniques, les positionnements des éléments les uns par rapport aux autres, et oui, ça m'a totalement passionné, et je me suis dit, peut-être qu'un jour je ferai ce métier-là. Alors j'étais un peu... Pour les plus anciens, il y avait une publicité qui tournait à la télé, c'était pour Guy Degraine. Le gars dessinait comme ça des assiettes, des choses comme ça dans les marges de ses cahiers. Et puis le professeur passait à côté. Et vous n'arriverez jamais à rien, Guy Degraine, avec ses dessins sur le côté. Mes cahiers de cours, ça ressemblait un peu à ça. Il y avait des Cyberlabs, des Goldorak et puis des Chevaliers du Zodiaque un petit peu sur mes marges d'école. Mais c'est comme ça que cette passion a commencé à grandir de plus en plus pour atteindre son apogée dans les années 90 et notamment avec la découverte d'un dessin animé que vous voyez derrière moi, qui est le Capitaine Albator, que j'ai connu sur le tard. Je l'ai pas connu en fait quand il est passé en 1980 parce que là j'étais trop petit. Car au mois de janvier, nous allons vous présenter un nouveau feuilleton. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est Albator. Ne manquez pas ce rendez-vous en janvier et pour vous présenter ce nouveau feuilleton, nous allons vous présenter un tout petit bout de film. C'est ce qu'on appelle, nous, un film-annonce. Alors regardez bien et vous le retrouverez au mois de janvier. Moi j'ai le pas. Ah bon? En 84, j'étais parti un peu sur autre chose quand il y a eu la série Albator 84. Mais c'est en 94 que j'ai découvert Albator vraiment, et tant mieux parce que j'étais un petit peu plus adulte. Et c'était une superbe rencontre dans l'émission qui s'appelait Télévisator 2 de Cyril Drevet. Et c'était une super émission. J'ai découvert ça, je suis tombé dessus. Mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça? Et la passion pour ce personnage-là a commencé vraiment à cette époque. J'ai gardé plein de petites choses d'ailleurs de cette époque-là, des petites BD que j'avais faites. Ma maman me gardait plein de dessins que je pouvais faire à l'époque. Et en regardant un peu la pochette de tout ce que j'ai retrouvé des petites choses qu'il me plaît de pouvoir conserver, de regarder maintenant avec, on va dire 30-35 ans de plus. Et c'était des petites BD sur Goldorak que je dessinais en regardant l'épisode, en arrêtant avec le magnétoscope pour essayer de refaire ce que je voyais à la télé. C'était mon professeur en fait, la pose du magnétoscope. Et puis j'étais un gros fan des autocollants Panini à collectionner. Alors ça j'en ai des dizaines et des dizaines d'albums et je m'amusais à faire moi-même mes collections de Panini, notamment sur les Chevaliers du Zodiaque. Et voilà, je devais avoir 14-15 ans, c'est des choses que je garderai toute ma vie, ça. Donc
comme je te disais, 1994, c'est la rencontre avec Albator, ce personnage-là, au travers du dessin animé. C'était Albator 84 qui était diffusé à ce moment-là. Et fatalité, je tombe sur un petit bout d'épisode et je découvre Albator par l'intermédiaire d'un tout petit morceau du film Waga Seishun no Arcadia, l'Arcadia de ma jeunesse. Et là, je tombe à genoux, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? C'est absolument incroyable. Il y avait des musiques terriblement nostalgiques, romantiques, etc. On avait l'impression qu'on était un peu dans l'ambiance d'Asgard pour Senseiya. Et c'était en plus l'épisode où il se fait crever l'œil en essayant de rejoindre sa bien-aimée. J'ai été totalement passionné en un épisode. Et puis, là où j'étais très très surpris, c'est que l'épisode était très bien dessiné, mais le générique qu'il y avait avant et après était un tout petit peu étrange parce qu'ils étaient dessinés un petit peu différemment. Albator était différencié avec un pantalon blanc, un vaisseau bleu, alors que dans l'épisode il était vert et tout. Et j'ai eu 1 milliard de questions là-dessus, 1 milliard de questions. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que c'est que cette série, pourquoi il y a différents designs du personnage. Et j'ai commencé à me renseigner sur ce personnage-là. Alors évidemment, on était dans les années 94-95, il n'y avait pas d'internet pour se renseigner, il n'y avait pas de site spécialisé. Il y avait en revanche un magnifique magazine qui démarrait, qui s'appelait Animeland, qui était un trésor pour nous qui étions fans de Japanimation. Et il y a eu un super article dans l'Animeland numéro 16 de Ivan West-Lawrence qui racontait plein de choses sur Albator. J'ai compris qu'il y avait la série de 78, la série de 84, le film, les Galaxy Express, etc. Ça m'a donné une foultitude de réponses et 1 milliard d'autres questions. Et c'est, si tu veux, je pense que la passion pour ce personnage-là, elle est vraiment née de la frustration de ne pas avoir les réponses et d'aller les chercher. J'ai acheté des artbooks, j'ai acheté les BD originales de Matsumoto. C'est d'ailleurs les premiers mangas japonais que j'ai eus, c'est les petits mangas d'Akita Shoten de Matsumoto. Et voilà, et toutes les années 90 ont été vraiment réservées à Albator et essayer de trouver tout ce que je pouvais savoir. Bien sûr, remonter toutes les séries de 84 et de 78 en animé pour pouvoir les voir, les découvrir, connaître les personnages, connaître chaque détail, chaque relation entre eux. Et ça, je pense que le fait que j'ai eu du mal à trouver les informations a aidé à me passionner complètement pour ce personnage-là. Voilà. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est vraiment très très lié aux années 90. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Aujourd'hui, tu tapes Wikipédia, raconte-moi tout ce que tu sais sur le truc, et tu as les infos tout de suite. Et je pense vraiment que cette frustration est à l'origine de ma passion pour, enfin, une des origines de ma passion pour ce personnage, indépendamment de toutes les qualités que l'histoire originale peut avoir, quoi. Et j'ai commencé à faire plein de petits dessins, notamment que j'en ai envoyé à Animeland, qui sont parus dans l'Animeland suivant, des petites BD. C'est là que j'ai commencé à me dire, attends, des BD, c'est quand même sympa. Et donc, mes premiers dessins d'Albator, ils datent d'il y a 25 ans. Et ça fait 25 ans que je peux pas m'empêcher de le dessiner. Au moins une fois par jour, il faut que je fasse un petit visage balafré. C'est comme ça. Et je pense que quand on est passionné de quelque chose, on a besoin de le faire vivre aussi, même si c'est que pour ses tiroirs. Et loin de moi l'idée à ce moment-là que je pourrais apporter quelque chose à l'univers de Leiji Matsumoto au travers de Mémoire de l'Arcadia 22 ans plus tard. Alors je rêvais en effet de faire de la BD, mais c'était quand même compliqué à réaliser un rêve comme ça parce que on était dans les années 90 et pour qui connaît un petit peu l'histoire du manga en France, il y a eu vraiment l'âge d'or dans les années 80. Puis les années 90 ont été beaucoup plus compliquées parce qu'on a commencé un peu à pointer du doigt le côté violent de certaines séries, etc. Donc on n'avait plus on n'était plus en odeur de sainteté à la télévision. Le CSA s'en est mêlé, on nous a un peu traité de japonaiserie. Et du coup, faire de la BD on va dire au format manga ou au style manga, c'était difficile dans les années 90. C'est là que j'ai essayé, avec mon ami Arnaud Dolène, qui a été mon scénariste plus tard, on a essayé des petits concours de BD, etc. Et souvent, on était jugé par nos pairs, qui étaient des auteurs de bandes dessinées vraiment franco-belges. Et on se rendait compte que voilà, il y avait vraiment un fossé, il y avait le franco-belge, le comics et le japonais. Et c'était difficile de passer de l'un à l'autre et de se faire accepter dans le monde du franco-belge avec un style un peu japonais. Ça a été les grosses difficultés d'arriver à implanter le manga en France. Ce que je suis en train de dire, ça fait écho aussi à mon éditeur qui est Kana et les autres éditeurs d'époque. Comme Glénat, comme Tonkam, Kazé, qui se battaient dans les années 90, vraiment à contre-courant des bien-pensants de l'époque, pour qui le manga, c'était absolument pas une lecture qui devait mériter d'être faite pour les enfants. Et donc, c'était difficile, et très clairement, j'ai bien senti que de passer d'un rêve de faire de la BD, de ce genre de choses,
à la réalité, il y avait un sacré gouffre. Il y avait un sacré gouffre. Et à la fin des années 90, c'est vrai qu'il y avait une sorte de levée de bouclier des fans de Japanimation, justement pour aller à contre-courant de cette opinion publique généralisée sur le manga, parce qu'on avait envie d'exister, on avait envie d'avoir nos mangas, on avait envie d'avoir nos émissions télévisées, même si on était un petit peu poussé de la télé. Donc c'est revenu avec des éditeurs de DVD qui ont commencé à vendre des cassettes vidéo de nouveaux animés qui sortaient au Japon, puisque la télé ne les diffusait plus. Et c'est là aussi qu'il y a eu l'organisation des premiers festivals de Japanimation. Alors, souvent, on le cite, c'est Cartoonist qui a été le pionnier là-dedans, du côté de Toulon, au Palais Neptune. Et c'est là qu'on a eu l'occasion de pouvoir avoir, pour les fans de Japanimation, un endroit où se retrouver. Alors, c'était une fois par an, après c'est passé à 2 fois par an, et puis après sont arrivés d'autres festivals au début des années 2000, comme les Japan Expo, que aujourd'hui tout le monde connaît. Mais c'était vraiment une bulle d'oxygène pour nous, l'endroit où on pouvait se retrouver et partager cette passion. Et c'est là aussi que j'ai fait mes premières armes en montrant un petit peu ce que je faisais, en faisant du fan art, en faisant du fanzine. Tout le monde faisait ça à l'époque, montrer un petit peu ce qu'on faisait et aussi essayer de faire vivre la passion de dessin animé qui était arrêtée depuis 10 ans, 20 ans pour certains, les faire continuer à vivre et vraiment échanger avec les gens qui avaient cette même passion, ce qu'on pouvait pas faire dans la vie classique. Et c'est comme ça que, un petit peu par hasard, en exposant mes dessins à droite et à gauche, j'ai croisé une maison d'édition qui s'appelle Manga Distribution, Déclic Images, etc., qui a repéré un petit peu ce que je faisais. Et ça a été mes tout premiers contrats professionnels de travailler en faisant des illustrations officielles, validées par les ayants droit, pour faire les couvertures des jaquettes DVD. Je faisais ça sur mes cassettes vidéo, tu vois, pour chez moi. Je faisais mes petits dessins en couleur, j'en ai encore, je t'en montrerai. Et d'un coup, j'avais la possibilité de le faire et de partager ma passion pour faire des illustrations, des DVD, des séries qui m'avaient passionné pour toute la France. Il y a pire comme boulot, hein. Et c'est comme ça que ça a démarré. Voilà, je suis rentré dans le domaine pro. Alors j'avais déjà un métier à côté, hein. J'étais ingénieur de formation en construction aéronautique. Je travaillais du côté d'Eurocopter, mais malgré tout, j'ai toujours dessiné et j'ai fait ces 2 boulots en parallèle pendant un certain nombre d'années, jusqu'à l'année 2005 où la quantité de travail de dessin était telle et mon envie vraiment de vivre de ça était telle que j'ai un petit peu abandonné l'ancien métier qui était le mien pour me lancer pleinement dans l'artistique. Et ce travail-là de faire des couvertures de DVD, ça m'a tenu quelques années, entre 2001 et 2005, je crois. J'ai commencé en 2001, c'est ça, et en 2005, j'avais dû faire déjà 400 ou 500 jaquettes de DVD, des posters officiels, des fiches techniques comme ça qui sortaient dans le commerce. Et c'était génial de pouvoir partager sa passion de cette façon-là. Après, c'est vrai que je restais très très fidèle au style original de chacune des séries que j'illustrais, qui étaient d'ailleurs des styles parfois très très différents. Ça passait des Maîtres de l'Univers à Rémi sans famille, à Dragon Ball ou d'autres choses, ou Ulysse 31. Donc c'était vraiment très très disparate comme style. Mais à chaque fois, c'était se coller le plus possible au style du dessin animé en question. Pour être fidèle, c'était un des cahiers des charges de toute façon des ayants droit. Donc d'un point de vue purement créatif et originalité, forcément, il y avait peut-être un petit peu de frustration. Et c'est à ce moment-là, en 2006-2007, que j'ai commencé à vouloir un peu explorer des choses plus personnelles. C'est là que j'ai lancé le projet de Sweet Savage, qui est une collection d'illustrations de femmes tatouées sur les éléments de la nature. Alors, il y a celle du feu, de la terre, du sang, de la glace, etc. Ça me permettait aussi de retravailler un petit peu sur l'anatomie féminine, qui était pas forcément mon fort à ce moment-là. Et surtout explorer des choses que je n'avais pas l'habitude de faire avec les dessins animés. Donc, je me suis vraiment écarté du dessin animé. Ça m'a tenu 2007, 2008, 2009. Et en 2009, j'ai voulu aussi explorer, au-delà d'un aspect artistique, un autre média qui était celui de la bande dessinée. Pas forcément hyper partant dessus. C'était plus mon scénariste qui était à fond là-dessus, qui voulait faire de la BD. Parce qu'une BD, c'est pas un recueil d'illustrations. Une BD, c'est vraiment des dessins qui sont au service d'une histoire et qui doivent raconter une histoire. C'est pas le voir comme des super illustrations les unes derrière les autres. Il faut l'agencer un petit peu différemment. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu tâtonné au départ.
C'est là d'ailleurs qu'on a parlé d'un premier projet d'adaptation de série télé. C'était Rémi sans famille avec la société TMS. Et puis mon scénariste et ami de très longue date, des années 95, Arnaud Dolène m'a dit allez quand même ce serait bien de tenter une BD. Et on a signé à ce moment-là chez Delcourt une série de BD qui s'appelait Surnaturel, où là je pouvais en effet laisser libre cours à un style vraiment personnel. En tout cas, j'ai évolué à ce moment-là pour atteindre à la fin de Surnaturel vraiment ce que je peux appeler un style aujourd'hui personnel. La BD de Surnaturel, ça a été une formidable aventure qui nous a tenus pendant 3 ans, mon scénariste et moi-même. Attaquer la BD, c'était un monde vraiment nouveau pour moi. Et ce qui était nouveau, c'était non seulement sa réalisation, mais aussi la manière dont la commercialisation était faite. Donc j'étais évidemment très heureux, très fier de voir les BD dans le commerce. Et je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Il fallait en effet être très présent sur les festivals pour les dédicacer, pour aller à la rencontre du public, pour échanger avec eux. C'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile et qui est coûteux en temps aussi. Et quand on se lance dans un projet, on n'a pas forcément une vue d'ensemble de tout ça. Donc ça a été difficile. Bon, il y a eu quand même 4 tomes dans la BD Surnaturel. On a pu terminer le cycle qu'on avait prévu de faire. Mais finalement, la série s'est arrêtée, faute peut-être de rencontrer un public suffisamment grand pour pouvoir la continuer. Et ça reste malgré tout une frustration pour je pense, tout artiste d'arrêter un projet lorsqu'on l'aime, parce qu'on a grandi, on a fait évoluer ces personnages-là pendant 3 ans. Ils ont partagé notre vie. Et puis devoir leur dire au revoir parce que la série, finalement, ne rencontre peut-être pas autant de succès que ce qu'on aurait aimé, ben ça reste toujours une sorte de déchirement de s'arrêter. Et c'est vrai que dans une vie d'artiste, on a beaucoup de projets comme ça qui sont vus par tout le monde et qui sont des succès. Et en même temps, ce qu'on voit pas, le dessous de l'iceberg, c'est qu'il y a aussi beaucoup de projets, malheureusement, qui n'arrivent pas à trouver le public, qui ne réussissent pas pour plein de raisons différentes. Ça peut être des raisons administratives, commerciales, artistiques aussi, financières, etc. Et voilà, j'ai eu une vie de 2010 à 2020 qui était un petit peu jalonnée de petites réussites et puis de petits échecs aussi. J'en citerai un pour rester dans le domaine de la BD, qui était un projet qui m'a vraiment passionné à faire. C'était un projet en collaboration avec une comédie musicale sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. La BD a été réalisée, qui devait accompagner le spectacle. Finalement, le spectacle n'a pas pu se faire. Et la BD qui a été entièrement réalisée, qui a pris presque une année de travail et une super collaboration. C'était une aventure extraordinaire. Mais finalement, qui n'est pas sortie auprès du public. Et c'est toujours dommage comme ça. C'est toujours frustrant pour un auteur d'avoir travaillé longtemps et de ne pas pouvoir faire partager le fruit de ce travail-là pour diverses raisons. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter qu'il y ait des échecs. Il faut accepter aussi dans ce métier-là, parce qu'elles sont nombreuses et parfois très justifiées. Il faut accepter les critiques aussi. Il y a par exemple un autre projet dont j'ai pas encore parlé. C'est un projet qui est né en 2001 avec toujours mon ami Arnaud, qui s'appelait Lauriane et Charila. Il est né d'un concours qui avait été organisé par les éditions Tonkam. Ça s'appelait Tsuki Sélection. C'était de faire un petit manga, un recueil de plein d'artistes, de jeunes artistes en herbe,
J'avais d'ailleurs été sélectionné au même titre que Patrick Sobral, qui fait aujourd'hui Les Légendaires, qui est connu nationalement comme étant l'auteur des Légendaires. On avait fait notre toute première BD là-dedans. Et c'était une BD de science-fiction avec Arnaud, qui s'appelait donc Lauriane et Charilla, avec le nom des deux personnages principaux, un peu à la Valérian et Laureline, quoi, si tu veux. Et cette BD présentait leurs aventures de science-fiction. C'est resté pendant quelques années juste une petite bande dessinée. Et en 2006-2007, comme je te disais, quand j'ai voulu un peu explorer des trucs plus personnels, j'ai essayé d'en faire un projet de dessin animé. Là aussi, je me suis rendu compte que tu claques pas des doigts pour faire un dessin animé. Ça se fait pas comme ça. Donc, on a fait tout un dossier et tout. On est allé rencontrer différentes sociétés de production à Paris qui m'ont vite fait comprendre que c'était sympa, mais qu'il y avait quand même une énorme marche à franchir avant de faire de ça un dessin animé. Et c'est la dure réalité de la vie. Et après, dans les années 2009, quand je commençais à m'intéresser à la BD, il y avait en parallèle la possibilité de faire un autre style de BD, encore un autre média, c'était les e-BD, les bandes dessinées numériques. Et je trouvais ça super intéressant parce que c'était à mi-chemin entre une BD classique sur papier, que tu lis, et une BD qui se rapproche un petit peu avec de l'animation d'un pseudo-dessin animé très simplifié, quoi. Et ça, ce format un peu hybride, j'ai trouvé ça très intéressant. Et Lauriane et Charilla a eu troisième vie en version e-BD. C'est sorti chez Technéo. On a fait quelques épisodes comme ça. Et c'était aussi une très très bonne expérience d'aborder la BD, mais d'abord en étant quelque chose de numérique qui est amené à bouger avec des sons, avec de la musique, qui apparaît aussi image par image de manière un petit peu lente, qui correspondrait à la réalisation d'un film, tu vois, le timing qu'aurait choisi un réalisateur pour faire apparaître les choses. C'était vraiment très intéressant, et malheureusement, ça fait partie des choses qui n'ont pas été non plus un très grand succès. Bon, après, malgré les quelques expériences qui n'ont pas forcément bien marché, j'ai continué à être passionné des dessins animés des années 80, Albator en faisant partie, bien évidemment, et j'ai continué à être fan de bande dessinée. Je me suis dit qu'il y avait peut-être possibilité de matcher les deux, et c'est comme ça que ce projet Mémoire de l'Arcadia a commencé à être imaginé, pas sous ce titre-là d'ailleurs, mais on va y revenir. Et j'ai eu la chance en 2013-2014 de rencontrer des gens qui travaillaient pour Kana, l'éditeur Kana, qui, je fais une petite parenthèse sur eux, sont les éditeurs français des BD de Matsumoto, du Capitaine Albator, donc la série Albator 78, si on veut parler de dessins animés. Je crois qu'elles sont sorties en 96 ou 97. C'est eux aussi qui ont sorti toute la collection des Senseiya, du moins la série originale de Kurumada. Donc c'est vrai que c'était un éditeur qui est un peu historique dans le monde du manga en France. Et voilà, j'ai eu la chance de les rencontrer. Et à cette époque-là, on a parlé d'une éventuelle possibilité de faire un manga autour de Senseiya. Alors évidemment, ça m'intéressait. Et puis ça s'est pas fait pour diverses raisons. On dit, est-ce que tu as éventuellement un autre projet à nous proposer? Je dis, écoutez, moi je suis fan d'Albator. J'ai développé un petit projet autour de ce personnage-là, à l'époque avec les éditions Soleil. Mais là aussi, pour diverses raisons, ça ne s'était pas fait. J'ai demandé à Soleil, est-ce que ça vous gêne pas si je présente ce projet à Kana? Non, pas de souci. Et on présente le projet à Kana. Et la responsable de Kana me dit, tiens, ça tombe bien, parce qu'on part au Japon dans 2 jours, et dans 4 jours, on rencontre Leiji Matsumoto pour un repas. Est-ce que tu veux qu'on lui présente? J'ai bien réfléchi, un quart de seconde avant de répondre, évidemment. Et c'est comme ça que cette première rencontre avec le projet Mémoire de l'Arcadia a pu arriver en octobre 2014. Tu vois, ça date pas d'hier. Il a fallu un petit peu de temps avant que ça se transforme en véritable bande dessinée. Donc on était en octobre 2014, c'était la première rencontre entre Kana et Leiji Matsumoto autour de ce projet-là. Les semaines passent, j'ai pas eu de retour particulier. Un jour le téléphone sonne et Christelle Oulens, qui est la responsable de Kana, me dit « Jérôme, on est rentré du Japon, j'ai pas pu t'appeler avant et tout, mais je voulais quand même te donner un petit peu les retours de Leiji Matsumoto par rapport au projet. » Mais il a trouvé ça top.
Oui, de principe, on peut démarrer une pré-production, écrire des contrats, etc. C'était absolument inespéré, hein. T'imagines quand j'étais petit où je rêvais qu'un jour je puisse faire ça, je commençais à le toucher de manière palpable, quoi. Ça commençait à être un rêve qui pouvait se réaliser. Après, ça a pris un petit peu de temps pour discuter, enfin pour que Kana puisse établir avec les Japonais le contrat, les degrés de liberté qu'on pouvait avoir dans le projet, etc. Il y a eu quelques mois, voire quelques années qui sont passées, et pendant ces années-là, en attendant de devenir vraiment professionnel du monde de Leiji Matsumoto, j'ai continué à avoir ma casquette de fanboy et j'ai été contacté par Hiroshi Kon, qui est le rédacteur en chef du magazine officiel des fans de Leiji Matsumoto au Japon. Il m'a dit, bah voilà, on voit ce que vous faites, etc. Est-ce que ça vous dit d'apparaître dans le magazine, de faire des illustrations pour ce magazine-là? Là encore, tu vois, j'ai beaucoup réfléchi avant de répondre oui. Et c'est comme ça qu'en 2015, j'ai eu la chance de faire une interview pour eux, traduite en japonais. C'était la première fois que j'avais une interview écrite en japonais, où j'ai fait une illustration officielle, qui est vraiment la première illustration officielle du projet de Mémoire de l'Arcadia. J'ai eu la chance de pouvoir envoyer en plus directement à Leiji Matsumoto, qui s'est pris en photo avec. Et ça a été, à ce moment-là, le premier contact direct que j'ai pu avoir. Certes, toujours par poste interposé, mais ça a été vraiment le premier contact direct avec Leiji Matsumoto et le premier retour qu'il a pu me faire. Et j'étais évidemment très touché par ce contact-là, en tant que fanboy, et en préparant un peu le terrain pour devenir, quelques mois plus tard, vraiment professionnel et collaborateur de Leiji Matsumoto pour le projet. Et le projet Mémoire de l'Arcadia, il a vraiment démarré en 2016-2017. C'était le début d'année 2017 même. À ce moment-là, on a commencé à travailler avec les Japonais pour savoir quel était le process de validation, puisque évidemment on travaillait sur une licence, donc tout allait être validé par l'équipe japonaise, Leiji Matsumoto en tête, mais aussi Akita Shoten, qui est l'éditeur de Leiji Matsumoto au Japon, par l'intermédiaire de M. Kobayashi, qui s'occupe du magazine Red Champion, entre autres. C'est le magazine de prépublication d'Akita Shoten. Et voilà, il fallait travailler sur ce process de validation. Comment est-ce qu'on travaille? Quelles sont les étapes? C'est là que les discussions ont été les plus intéressantes et les plus importantes pour toute la suite du projet. On a eu la chance de rencontrer en mars 2017, lors de la venue de Kyuichi Shimaboshi, qui est l'auteur de Dimension Voyage, le manga qui est édité encore sur le Capitaine Harlock au Japon depuis 2015, si je ne me trompe pas. Et on a pu discuter, lui et moi, de la manière de travailler justement, de la collaboration avec Leiji Matsumoto. Il a pu mettre l'accent sur ce qui était important pour Maître Matsumoto, les grands décors, mettre beaucoup de détails dans les images, faire très attention par exemple aux petits détails comme les ceintures, les armes qui sont très très importantes pour lui. C'est un grand collectionneur d'armes, Leiji Matsumoto. Et voilà, donc c'était très intéressant de savoir quels étaient les points vraiment qui devaient être très importants à bien détailler. Et j'ai eu la chance aussi de discuter avec M. Kobayashi, qui avait le côté plutôt éditeur, sur le formalisme de la BD de Mémoire de l'Arcadia. C'est vrai qu'au départ, comme il a l'intention de sortir Mémoire de l'Arcadia au Japon, il était plutôt partant pour qu'on sorte un format manga, parce que pour eux, c'est directement adapté à leur public. Et nous, on a vraiment insisté sur le fait que ce projet-là, c'était un projet francophone à la base, qui avait pour but de faire revivre des séries qui avaient connu un certain succès dans les années 80 et 90. Et dans ce cadre-là, il était important que le formalisme, le format de la bande dessinée, soit un format cohérent avec la Madeleine de Proust des années 80. Et le public d'Albator en France, il y a évidemment le public de fans, quel que soit le format, vont suivre les aventures d'Albator, mais il y a aussi tout le grand public, ceux qui ont des très très bons souvenirs nostalgiques de cette série-là quand ils l'ont vue à la télévision, mais qui, avec le temps, se sont intéressés à d'autres choses, et pour qui la BD devait être un moyen de faire ressurgir les souvenirs un peu de jeunesse, d'enfance, etc. Et c'est pour ça qu'on a vraiment insisté auprès de M. Kobayashi pour dire qu'il faut vraiment que le format, ce soit un format cohérent avec les années 80. Les années 80, c'était la bande dessinée franco-belge. Il n'y avait pas de manga en France, on ne savait même pas ce que c'était le manga. On voyait juste le produit dérivé qui était le dessin animé. Et ça avait vraiment sens, ça faisait vraiment sens de donner un format franco-belge, qui plus est avec de la couleur qui rappelle le dessin animé bien plus que le manga, à ce public
qu'on appelle le grand public. Et cet argument-là, qui était une sorte de frein au départ pour Monsieur Kobayashi, s'est transformé en véritable arme lorsqu'il a commencé à recevoir les premières planches de Mémoire de l'Arcadia en couleur. Il dit « Ah oui, non, là vraiment c'est très très beau, c'est limite des artbooks comme on peut avoir chez nous, et c'est vraiment un format différent. » Et c'était une valeur ajoutée qu'on apportait au format manga, que eux ils maîtrisent très bien. Ils n'ont pas besoin de moi évidemment pour faire du manga, alors que là c'était quelque chose de légèrement différent de ce qu'ils font, et c'était ça qui était aussi un des intérêts de ce format franco-belge. On est donc rentré en phase de production du projet en mai-juin 2017, et on a travaillé sur les différentes étapes de validation auprès de Leiji Matsumoto. Ils ont demandé au départ de faire une validation en 4 étapes: scénario, storyboard, planche crayonnée et planche encrée couleur. Mais ma technique fait que je travaille pas exactement comme ça pour les planches finales. On reviendra dessus, je vous montrerai un petit peu comment je travaille sur une planche et même sur une case. Et du coup, je fais pas vraiment de crayonné d'une page complète avant d'attaquer l'ancrage. Donc cette double étape finale était un petit peu compliquée à mettre en place avec les Japonais. Donc du coup, on a proposé quelque chose d'autre, qui était de faire évidemment le scénario en premier, le storyboard en deuxième, mais un storyboard un peu moins tête à toto, mais davantage détaillé, avec peut-être parfois même des ambiances de couleurs qui pourraient déjà être posées dans le storyboard. Et en troisième et dernière étape, et non pas d'en faire 4, c'était la planche finale colorisée. Voilà, avec le risque malgré tout que entre le storyboard et la planche finale, il y ait des corrections à apporter. D'où l'intérêt de faire un storyboard le plus détaillé possible. Alors les Japonais ont dit, ok, si en effet votre technique de travail le nécessite, on peut tenter comme ça. Et on a essayé. Donc je te cache pas que la première fois que j'ai envoyé les premières planches, j'étais un peu stressé à me dire, voilà, j'espère qu'il va pas y avoir trop de corrections, j'espère que ça va aller, etc. Et lorsqu'on a envoyé les premières planches, on a eu les retours du Japon qui étaient très rassurants et très agréables à lire. Quelque chose qui ressemblait à c'est très très beau, on voit toute la passion qui vous anime pour travailler sur mon personnage, et continuez comme ça. Le plaisir que vous avez à travailler là-dessus se voit au travers des planches et atteindra le lecteur. Continuez à vous faire plaisir et l'album n'en sera que meilleur. Et c'est sûr que quand tu vois ce genre de messages qui arrivent, plutôt que « attention, on est comme ci, il faut le faire comme ça », etc., forcément c'est très motivant, rassurant déjà dans un premier temps, extrêmement motivant, et puis ça donne une pêche énorme pour donner le meilleur pour la suite, quoi. Donc voilà, la validation elle s'est faite comme ça, et on a travaillé sur cette base-là pendant tout l'album, tout le tome 1, sur la base d'un scénario qui avait été validé pour les 3 tomes. Donc je savais vraiment où j'allais, et les Japonais savaient aussi comment commencer et comment se terminer complètement la série. C'est très très motivant comme process de validation, parce qu'à chaque fois il y a toujours des retours extrêmement précis, très différents d'ailleurs entre Leiji Matsumoto et Monsieur Kobayashi, l'un étant un petit peu plus dans l'affectif, le romantisme, et l'autre un petit peu plus avec cet œil quand même éditeur derrière. Donc c'est vraiment très très intéressant de faire ces allers-retours, et c'est ainsi que le tome 1 s'est terminé. Mais je ne pouvais toujours pas en parler parce que le projet est resté secret chez Kana pendant un certain nombre de mois. Il a été dévoilé alors que j'étais déjà dans la réalisation du tome 2 depuis déjà plusieurs mois. Alors en marge de la technique du dessin fait sur papier et colorisé après à l'écran d'ordinateur, ce qui est une technique qui permet d'aller quand même très très vite. On a d'autres techniques plus traditionnelles, et celle que j'ai entre les mains, c'est une des plus belles, et en tout cas ma préférée dans les techniques traditionnelles, c'est celle du celluloïd. C'était comme ça qu'étaient réalisés les dessins animés dans les années, depuis Blanche-Neige jusqu'à la fin des années 90. Le principe, c'est très simple, c'est de faire un dessin des personnages sur une feuille transparente, comme vous pouvez voir ici, peint de l'autre côté du transparent, avec le noir de ce côté-là, et ça vous donne juste les personnages peints sur papier transparent sous lequel vous disposez le décor. Et après, pour faire image par image et faire le dessin animé, il suffisait de changer ce transparent-là pour faire l'image d'après, quand on dessinait évidemment image par image. Vous pouvez apercevoir derrière, le crayonné qui avait servi pour l'ancrage de ce dessin-là. Je
Je ne vais pas vous le montrer tel quel parce que souvent c'est une des caractéristiques des cellulos, c'est qu'avec le temps ça finit par se coller un petit peu à son support crayonné. Mais on peut discerner ici le crayonné de base qui avait été flashé en noir sur le cellulo. Très fréquemment, on remarque que le noir disparaît avec le temps, devient un petit peu rouge. C'est parce que malheureusement l'encre qui était utilisée à l'époque dans les flasheuses avait tendance à rougeoyer un petit peu. Là, on voit qu'il y a des zones qui sont encore un petit peu noires et d'autres qui commencent à disparaître. Tout ça, ça se restaure. J'aime beaucoup la technique du cellulo. J'essaie de continuer à faire beaucoup de celluloïdes aussi quand le temps me le permet. Alors, pas pour la bande dessinée parce que ça prend trop de temps, mais pour des belles illustrations, j'aime beaucoup utiliser cette technique. Je vous montrerai d'ailleurs un autre dessin que j'ai fait sur le capitaine Albator. Mais voilà, c'est toujours très très enivrant pour un fan de pouvoir posséder un celluloïde qui a servi pour un dessin animé parce que vous avez comme une sorte oui, c'est comme un original du dessin animé. Là, on peut voir qu'avec le temps, les zones se sont atténuées. Alors, les cellulos se gardent plus ou moins bien, ça dépend aussi de la technique qui est utilisée pour l'ancrage. Là, par exemple, on a une très très belle pièce qui, elle, a été certainement ancrée à la main avec de l'encre de Chine, où le noir est parfaitement conservé. Et juste pour info, on va le tourner parce que ici c'est très joli, mais quand on tourne, on a parfois de drôles de surprises. Et voilà en fait ce qu'on peut avoir de l'autre côté. Le principe, c'est de déposer les peintures les unes après les autres. Souvent, on commence par les clairs, puis les plus foncés après, une histoire d'opacité. Et à force de déposer les peintures, celles qui se voient, c'est les premières déposées. Donc là, on peut déborder allègrement avec le marron sur le blanc ou sur la peau. Il est évident que de l'autre côté, cela ne se voit pas. Là, on a vraiment entre les mains une pièce absolument superbe de la série de 78. Pour parler de la technique de réalisation de la bande dessinée, tous les dessins sont réalisés sur feuille blanche, la plupart du temps en grand format. Donc c'est un crayonné bleuté et puis des stylos noirs, ce type-là, et un petit peu d'encre de Chine aussi, notamment pour faire ce genre de petits détails. Et cette partie-là sert aussi de base pour, avec le crayon bleu, définir les zones d'ombrage à l'intérieur du personnage. À partir de cette image-là, elle va être derrière scannée. On va se servir de ces zones d'ombrage pour faire le dessin final et bien entendu récupérer toutes les lignes noires avec un fond parfaitement blanc. Une fois qu'on a scanné l'image, voilà, on a cette image en bleuté et en noir à l'écran qui va nous servir de point de départ. Je lui applique une petite opération qui permet comme ça de récupérer uniquement les traits noirs avec une désaturation. Et cette image-là, je vais la dupliquer avec une deuxième couche de noir qui me servira un petit peu comme les cellulos, le trait noir d'un côté et puis la couleur de l'autre. À partir de là commence la partie de colorisation. Je mets d'abord la première couche. Je récupère une image pour ça qui est déjà existante, une sorte de code couleur de mon personnage. Et puis c'est tout simplement du remplissage dans les différentes zones. Comme vous pouvez le voir, cette étape-là va relativement vite. Ce qui est un petit peu plus compliqué à faire, c'est la définition des différentes teintes de couleurs. Là, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je fais réapparaître mon dessin en bleuté et je vais définir avec une sorte de lasso polygonal les différentes zones où je veux que la couleur soit un petit peu plus sombre, en suivant à peu près ce que j'avais réalisé au stylo bleu. Voilà, j'applique la couleur un petit peu plus foncée de l'autre côté et je l'applique sur cette image. Voilà, je fais disparaître l'autre dessin avec les couleurs bleues et vous voyez que petit à petit, on voit apparaître les différentes teintes de couleurs. De la même façon, on fait de proche en proche. Voilà. Voilà, une fois que le dessin est fini d'être colorisé au niveau du personnage, je peux ramener un petit peu les éléments de décor. Là, il n'y a pas grand chose à voir, donc je ramène un petit ciel, quelques effets de fumée qui volent, et puis quelques calques que j'ai déjà préenregistrés avec de la neige qui tombe derrière le personnage et évidemment un petit peu de vent aussi. On est en avril 2019. Et enfin, Kana commence à communiquer sur ce projet-là. Je suis en pleine réalisation du tome 2 et voilà, la promo commence.
C'est quelque chose de toujours très très important, la promo, la découverte auprès du public, parce que ça crée une attente, ça crée vraiment une sorte d'excitation des fans, mais aussi un intérêt, une curiosité du grand public. Et on l'a ressenti. Toute cette période-là était vraiment très très importante pour ce projet. D'abord au travers des libraires, lorsque Kana a présenté les différents livres qui allaient sortir dans les semaines et les mois à venir. Et on a eu un premier très très bon retour des libraires qui ont commencé vraiment à s'exciter un petit peu, à dire mais c'est extraordinaire, faire revivre des personnages comme ça qu'on a connus quand on était enfant. Donc on a eu une première excitation des libraires, et puis après auprès du public. Et lorsqu'on a vraiment communiqué avec le public, c'était assez stressant comme situation, parce que comme je dis souvent, à toute proportion gardée, j'étais dans la peau de J.J. Abrams qui fait le Star Wars, quoi. J'étais dans la peau de Peter Jackson qui fait le Seigneur des Anneaux. Je suis dans la peau du fan d'Albator qui d'un coup a entre les mains la possibilité de faire une aventure inédite en partenariat avec Leiji Matsumoto. C'était vraiment cet état d'esprit-là. Et je voulais pas me rater, je voulais pas qu'on puisse en être déçu ou quoi que ce soit. Donc il y avait un certain stress qui accompagnait l'excitation de la sortie de l'album. Et je voulais malgré tout essayer de communiquer le plus possible sur le fait que la particularité de ce projet-là par rapport à d'autres mangas japonais qui sont sortis sur Matsumoto, c'est que celui-là intégrait l'histoire d'Albator en France, tout en étant fidèle au capitaine Harlock de Leiji Matsumoto du Japon. Voilà. C'était un petit peu le double cahier des charges, celui d'être fidèle à l'œuvre originale de Leiji Matsumoto, tout en intégrant les choses qui étaient différentes chez nous. D'abord, le nom, Albator, il ne s'appelle pas Harlock comme il l'est au Japon. Donc ça faisait partie des choses importantes, parce que, évidemment, le mot Albator fait référence à la jeunesse pour le grand public. Il y a même une émission dans les années 90 qui s'appelait Génération Albator, pour te dire que ce mot-là est vraiment passé dans le discours commun. Et puis, j'ai essayé d'y intégrer aussi dans la BD plein de petits clins d'œil à ce qu'a été Albator dans les années 80, avec des références aux dessinateurs de la bande dessinée de l'époque, qui sortait en parallèle du dessin animé, ou par exemple demander aussi à Richard Darbois, qui était la voix de Albator 78, qui maintenant est connu pour tout ce qu'il fait de manière extraordinaire sur Harrison Ford, évidemment, entre autres, mais tellement d'autres acteurs, pour le génie d'Aladin aussi. Je lui ai demandé, est-ce que vous acceptez de prêter votre voix pour la bande-annonce qui va être réalisée pour cet album-là? Et il l'a fait, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de gentillesse aussi, en souvenir de cette époque 40 ans auparavant, où il avait doublé le personnage-là. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui rappellent l'histoire de ce qu'a été ce personnage-là en France. C'était très important pour moi d'allier les deux. L'équilibre écologique de la Terre est dangereusement menacé. La terrible Eina se prépare à plonger l'humanité dans un abysse de ténèbres. Albator, si jamais ton âme devait être plongée dans les ténèbres abyssales, n'oublie pas la promesse que tu as faite à ton meilleur ami. Rassure-toi, je ne l'oublierai jamais. Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, le tome 2, Les ténèbres abyssales de l'âme, en novembre 2019, chez Kana Éditions. Kana a décidé de faire 2 éditions du tome 1, une version classique et une version un petit peu plus collector, avec une surcouverture toute noire, avec un pressage des lettres en argenté qui était vraiment très très belle, et puis un petit livret à l'intérieur de 8 pages en plus, avec quelques croquis, quelques morceaux de storyboard, quelques illustrations inédites. Et l'album est sorti le 28 juin, très exactement, 2019. Alors, bah oui, tu t'en doutes, il y avait de l'excitation, il y avait beaucoup d'attentes. Et en même temps, ça s'accompagne toujours d'un petit peu de stress, parce que tu te dis que tu touches à un mythe pour certains. Voilà, est-ce que tu vas avoir un bel accueil? Est-ce que ça va au contraire décevoir? On se pose toujours la question dans ces moments-là. Et c'est vrai que c'était juste avant la Japan Expo Paris, où, coïncidence, Leiji Matsumoto était invité pour cette occasion-là. Et je reconnais que voilà, on était un petit peu fébrile en attendant cette Japan. Et le lundi, je reçois un coup de fil, donc 3 jours après la sortie de l'album dans les bacs, je reçois un coup de fil pour me dire, bah écoute, voilà, mis à part les 150 collectors qui avaient été mis de côté pour la Japan Expo, tous les autres, donc les 3000 autres volumes collector, sont déjà vendus.
Et là, c'était la surprise absolument incroyable de se dire, ah oui, donc il y avait de l'attente, et ça s'est traduit par vraiment un engouement qui... C'est toujours très difficile, hein, il n'y a aucune garantie dans la BD. Hein. Parfois tu réussis pas, on en a parlé des échecs. Et t'as pas de garantie. Et donc là, forcément, quand tu vois arriver ce genre d'infos, après 2 jours de vie de BD, c'est rassurant et ça te donne beaucoup de force pour aller attaquer la Japan Expo avec 4 jours absolument de folie. Alors pourquoi de folie ? Parce qu'on avait un stand magnifique, des vitraux éclairés, des têtes de mort partout sur le stand d'Albator, un trône sur lequel on pouvait se prendre en photo, la barre de l'Arcadia et surtout une table aussi pour dédicacer et recevoir les gens. Mes amis d'Oniri nous avaient aussi prêté la formidable statue qu'ils ont réalisée récemment sur le capitaine Albator. Et c'était un écrin magnifique pour pouvoir recevoir le public et communiquer autour du capitaine Albator et de Mémoire de l'Arcadia plus précisément. Et ça a été 4 jours de folie parce que ça a été aussi la première rencontre physique avec Maître Leiji Matsumoto. C'est quelque chose, quand on est fan, en plus d'être professionnel, c'est quelque chose que l'on n'oublie pas. C'était vraiment une rencontre exceptionnelle qui s'est faite d'abord sous les caméras d'M6 pour le journal télé du jeudi soir. Et après, le vendredi, il est venu sur le stand. J'ai eu la chance de pouvoir lui dédicacer un album, de faire quelques photos avec lui sur le trône, de rééchanger encore un petit peu autour de Mémoire de l'Arcadia. Et on a même mangé encore le soir ensemble pour continuer la discussion de manière un petit peu plus intime. Bref, tu t'en doutes, c'était absolument génial de partager ces moments-là. Et le samedi et le dimanche, on a continué les dédicaces et on a eu énormément de monde qui sont venus partager la passion du capitaine Albator. Ce qui est ressorti de ces dédicaces-là, c'est que, bon, d'abord, dans un premier temps, on s'est rendu compte que voilà, l'impact avait été très positif, que les gens avaient beaucoup apprécié la BD, qui retrouvaient justement, on en parlait, la Madeleine de Proust de leurs années jeunesse, que voilà, ils étaient avec, j'aime bien ce terme-là, ils étaient avec leur Albator. Non pas un Albator relooké, reimaginé, machin, mais c'était celui qu'ils avaient vraiment connu en étant enfants. Et ça, c'était un très bon compliment. Et puis, la deuxième cerise sur le gâteau, c'était de pouvoir discuter avec un plus jeune public. Je m'attendais à avoir principalement des gens qui avaient grandi dans les années 80, des quarantenaires, quoi. Et finalement, les gens venaient en famille, les quarantenaires parents montraient aux enfants. Ça, c'était relativement logique, une sorte de passation de flambeau. Mais ce qui était moins logique, enfin moins attendu, c'était l'autre sens. C'est les enfants qui avaient en effet entendu parler de ça, qui venaient et qui découvraient par l'intermédiaire de la BD franco-belge, qui est un format qui était peut-être en couleur et un petit peu plus moderne pour eux que les dessins de Leiji Matsumoto des années 70, qui pour moi sont une pure merveille, mais qui peut-être pour la génération plus récente sont un petit peu moins faciles à aborder. Et ils découvraient le monde de Matsumoto par l'intermédiaire de Mémoire de l'Arcadia et s'intéressaient derrière à l'œuvre de Leiji Matsumoto. Alors ça, c'était parfait pour moi de permettre à l'auteur original de pouvoir être découvert par encore une plus jeune génération par l'intermédiaire de ce projet-là. Bref, pour résumer cette Japan Expo et cette sortie d'album au mois de juin-juillet dernier, ça a été feu vert sur toute la ligne, des rencontres absolument exceptionnelles, un engouement très très positif, et l'album a été à ce moment-là sur de très très bons rails pour commencer sa vie et attendre la sortie vers la fin de l'année du 2e tome. La série Mémoire de l'Arcadia, ça compte 3 tomes, ça c'était prévu dès le début. Le premier présente vraiment les personnages, rappelle le contexte de la série de 78, l'ennemi, les sylvidres, les héros évidemment, leurs actes de piraterie et tout. Donc c'est vraiment une mise en situation des personnages, avec l'arrivée du méchant inédit, puisque c'est un arc inédit. Le deuxième est beaucoup plus introspectif, hein, c'est beaucoup plus noir, beaucoup plus triste, avec l'exploration non plus des forces des personnages, mais au contraire, et c'est ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est les faiblesses des personnages, leurs fractures, leurs blessures. Notamment pour le capitaine Albator, c'est là que je rentre vraiment dans la psychologie du personnage et sa relation, qui est une relation extrêmement intéressante avec sa filleule, Steli, ou Mayu en japonais, la petite fille qui joue de l'ocarina, et qu'il doit protéger, et à qui il a promis une protection pour son meilleur ami. Et voilà, jouer sur la fragilité et la manière dont il l'élève sur la Terre, c'est peut-être mon cœur de papa qui parle, mais c'est quelque chose qui m'a intéressé à traiter dans ce tome 2.
Le tome 3, c'est le dernier tome, c'est l'explosion, le climax, le moment où c'est le big boss de fin, si on devait le comparer à du jeu vidéo. Et c'est vraiment là que le gros de l'action doit se passer. C'était prévu comme étant un tome de 48 planches et finalement le fait qu'il y ait besoin de climax et de plein de belles images, des images waouh, de grands spectacles, etc. a fait que l'album a commencé à grandir, de passer de 48 à 56 et puis ça suffisait encore pas, donc c'est passé de 56 à 64 pages. Donc cet album, le tome 3, sera vraiment le plus gros, mais vous pouvez me croire, ça nécessitait un grossissement pour avoir vraiment des très belles planches. L'album sort le 6 novembre prochain, mettra fin à l'histoire de Mémoire de l'Arcadia, avec la petite difficulté d'essayer de reboucler avec, malgré tout, l'histoire et la timeline originale de la série de 78. J'espère en tout cas que cette série inédite vous plaira autant que ce que vous avez pu me dire que les tomes 1 ou 2 vous ont intéressé. Et j'ai grandement hâte le 6 novembre prochain que l'album sorte, parce que c'est l'occasion à ce moment-là de pouvoir rencontrer son public et de pouvoir échanger sur le contenu de l'album, parce que c'est bien beau de le dessiner, mais ce qui est intéressant aussi pour un auteur, c'est de discuter sur les choix qu'on a fait à l'intérieur. Et il y a toujours parmi les fans qui viennent vous rencontrer, il y a toujours des gens qui vont analyser le petit détail qui va bien dans telle case, etc., la petite référence à telle ou telle chose. Et moi, ça m'éclate de discuter de ce genre de petits détails. Donc ces rencontres sont toujours très très riches en enseignements. J'espère pour les gens qui viennent me voir, parce que c'est l'occasion de leur expliquer certains choix, mais aussi pour moi, j'apprends toujours plein de choses, j'apprends la manière dont les gens ont perçu tel ou tel détail et telle ou telle référence. Donc j'ai vraiment hâte les dédicaces. J'ai d'autant plus hâte que j'ai été dans les files d'attente pour rencontrer des auteurs aussi à une certaine époque. J'ai eu la chance de rencontrer des auteurs japonais exceptionnels comme Shingo Araki, la rencontre avec lui en 95 au Cartoonist, et après en 2001 à Paris, c'était juste magique. C'est le character designer, si tant est que ce soit besoin de le présenter, des Chevaliers du Zodiaque, de Goldorak entre autres, d'Ulysse 31 qui est un dessin animé absolument exceptionnel, coproduction franco-japonaise en plus. Donc c'est rencontrer un auteur, c'est aussi la possibilité de discuter, de faire un feedback sur ce qu'il a créé, et ça c'est une étape vraiment qui m'éclate dans mon travail de dessinateur. Et voilà, et la vie d'un dessinateur aussi qui est devenu professionnel et qui ne l'était pas avant, a été elle-même jalonnée de plein de rencontres. On a parlé d'Araki, on a parlé tout à l'heure de Leiji Matsumoto, mais il y en a plein d'autres que j'ai eu la chance de rencontrer, et d'autres que j'aimerais encore rencontrer, pour n'en citer qu'un, comme Masami Kurumada des Chevaliers du Zodiaque, par exemple. Quand Jérôme ne dessine pas, que fait-il ? J'ai une femme, 3 enfants, donc il y a un peu de travail à la maison, et puis je regarde des matchs de l'OM, parce que je suis un gros fan de ça. Je fais un peu de sport, mais pas assez selon la vie de tout le monde. Un peu de tennis, un peu de foot, et puis voilà. Mais en fait, c'est rare quand je dessine pas. À force de dessiner notre enfance, est-ce que tu ne te sens pas vieux ? On me le répète beaucoup, que chaque âge est de toute façon beaucoup trop vieux pour ses enfants. Donc oui, plus ça va, plus en effet j'ai l'impression que le public vieillit avec moi. Mais comme il y a une jeune génération qui s'intéresse aux vieux dessins animés, j'aime pas vieux, je préfère dire culte pour les dessins animés. Moi je suis vieux, mais les dessins animés sont cultes. C'est sûr que oui, ça fait plaisir de voir une nouvelle génération qui s'y intéresse. Mais on rajeunit pas, ça se saurait sinon. On se sent comment à quelques semaines de la sortie du tome 3 ? Triste, terriblement triste d'avoir terminé l'album, parce que c'était une aventure extraordinaire, même si elle n'est pas finie. Il va y avoir les dédicaces, il va y avoir la promo, il va y avoir plein de choses. Mais d'un point de vue créatif, ça s'est terminé. Et donc la collaboration et validation auprès du Japon, c'est terminé. Donc c'est une page qui se tourne. Donc je suis terriblement triste, alors que 10 minutes avant de le terminer, j'étais stressé pour essayer de le terminer à temps. Et en même temps, super excité de pouvoir vous le faire partager et découvrir. Et très excité aussi parce que lorsque le tome 3 aura commencé sa vie, et moi je serai déjà sur d'autres projets très excitants aussi. 78 ou 84 ? Alors, sans hésiter, 78. J'ai découvert d'abord 84 avec le style graphique, la réalisation absolument impeccable, surtout pour le film Arcadia de ma jeunesse. Et c'est en fouillant pour essayer de trouver tout ce que je pouvais trouver sur la série d'Albator que j'ai découvert 78, où la première réaction, ça a été « Oh, c'est bizarrement dessiné par rapport à ce que j'avais l'habitude, c'est quand même un peu moins beau. » C'est vrai que c'est moins joli, c'est moins bien fini, il y a quelques années d'écart entre les deux.
Mais au niveau ambiance, j'ai commencé à être totalement happé par l'univers de 78, par le message beaucoup plus philosophique, par le côté absolument pas manichéen de l'histoire, contrairement au 84 où il est un héros un petit peu plus classique. Et ce que j'aime dans 78, c'est les moments de silence, enfin de pseudo-silence, où on se retrouve dans la cabine de l'Arcadia, en entendant les craquements de bois, en entendant Mimé qui joue de sa harpe, et où Albator reste très silencieux en attendant que la tempête arrive. Donc, sans aucun doute, 78. Tu as 20 secondes pour ne pas nous donner envie de lire la BD. En fait, j'ai pas inventé grand-chose, je suis parti d'un truc existant, donc acheter directement l'original de Leiji Matsumoto, c'est qu'une piètre copie de ce que vous trouverez de Leiji Matsumoto. Ça n'a pas grand intérêt parce que c'est une série qui, malheureusement, a terriblement mal vieilli. Mes dessins sont vraiment pas à la hauteur de l'original, et très honnêtement, je pète plus haut que mon cul en pensant que j'ai fait quelque chose de bien. Donc surtout, n'achetez pas cet album, quoi. Restez fidèle au trait d'origine ou adapté à ton style. Je me suis rendu compte que de m'éloigner des œuvres qui m'inspiraient pour créer son propre style personnel et après réutiliser ce style personnel pour le réinjecter avec une fidélité malgré tout au trait d'origine, ce qui donne une personnalisation des traits d'origine, c'est quelque chose qui est beaucoup plus apprécié des gens. Et ça me fait plaisir aujourd'hui quand, même sur des œuvres comme Albator, qu'on dise « Ah, ça c'est l'Albator dessiné par Jérôme ou pas par un autre bien plus grand que moi, caractère designer. » Être dessinateur, ça marche bien avec les meufs. J'ai été dessinateur parce que je sortais pas beaucoup de chez moi, donc ça, j'ai pas pu tester ça quand j'étais très jeune. Mais bon, pour respect pour ma petite femme, je vais appuyer un petit coup quand même. Tu peux passer une journée sur l'Arcadia, tu fais quoi? Déjà, je prends toutes les photos que je peux parce que voilà, je vais dans la salle de l'ordinateur pour tchatcher un petit peu et boire un coup. Alors moi, je bois pas d'alcool, mais je servirai un bourbon à notre ami Tochiro et puis moi, je boirai mon éternel jus d'orange. Et puis j'irai forcément derrière la barre pour jouer un petit peu de la barre, aller à droite à gauche, m'asseoir sur le siège avec la tête de mort d'Albator. Et puis j'irai m'allonger dans la cabine d'Arlok pour écouter la belle Mimé me jouer de sa harpe. Quel est ton motto ou philosophie? Me dire que en travaillant sur des choses qui sont liées à ma jeunesse, je reste un peu plus jeune dans la tête, ce qui est pas forcément le cas quand je me retrouve sur un terrain de foot et qu'au bout de 3 minutes j'ai la langue qui pend. Mais c'est vrai que ouais, toujours garder ces petits rêves de jeunesse, tu vois. Moi, j'ai réalisé le mien, j'avais 42 ans. Donc voilà, il y a pas d'âge, il faut croire en ses rêves. C'est ce que disait Matsumoto, justement, croyez toujours en vos rêves d'enfant, etc. Bon, ben, le fait est qu'il avait raison. Ah, plus proche de Seiya ou de Sangoku? Ah là là, alors je vais dire Seiya parce que d'abord, je fais un gros bisou à Eric. Salut. Ouais, parce que c'est plus lui qui m'a fait vraiment comprendre la technique du dessin avec les Chevaliers du Zodiaque. J'ai été largement plus passionné des Chevaliers que de Dragon Ball, même si une fois que au début des années 90, quand Senseiya a disparu, c'était Dragon Ball et après Dragon Ball Z qui a pris le relais, j'étais complètement à l'agonie devant le Cell Game, devant les Super Saiya. Donc oui, Sangoku a été mon partenaire aussi pendant des années, mais Seiya m'a appris à dessiner, donc je lui dois davantage. Mais je fais un gros bisou, j'en profite, faire un gros bisou à tous les comédiens qui travaillent sur la série des Chevaliers du Zodiaque, Eric, Virginie, Laurence, et puis tous mes potes qui travaillent aussi sur Dragon Ball, Patrick, Eric, et Céline, Marc, et bien sûr un encore plus gros bisou à mon Philippe. Et Brigitte, bien sûr. Le personnage d'Albator auquel tu t'identifies le plus et pourquoi? Aujourd'hui, je dirais que j'aimerais être la petite fille Stélie, parce que comme j'ai une passion dévorante pour le capitaine Albator, ben, je m'identifie à elle parce qu'elle le voit comme le protecteur, etc. Clairement pas Albator, même si j'aimerais bien, hein, mais malheureusement, je suis très loin d'avoir ni le charisme, ni la force des convictions qu'il peut avoir. Au final, Albator, c'est un gros kiff ou une grosse pression? Ben, les deux. Évidemment, les deux. Parce que l'un ne va pas sans l'autre quand on est un peu
comment dire, pas professionnel, un peu perfectionniste, voilà. On se met des challenges très très hauts quand on s'attaque à quelque chose qui est un gros kiff, comme tu dis. Et du coup, on se met automatiquement une grosse pression. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le gars de théâtre qui va monter sur la scène. Le jour où il monte sur la scène sans avoir le trac, ben c'est que faut qu'il change de pièce de théâtre. Et moi, c'est pareil. Le jour où je ressens plus la pression et le stress avant d'attaquer un album ou avant qu'il sorte dans le commerce et que les premiers retours arrivent, c'est qu'il faut que je passe à autre chose. Donc c'est les deux. Maintenant, si je devais en choisir un des deux plus que l'autre, c'est le gros kiff. Vous avez un nouveau message. Bonjour Jérôme. Ah, c'est trop bon. Alors voilà, moi je suis là pour te dire que le jour où je t'ai parlé de mon ami Sébastien Joachim, qui est atteint d'une maladie dégénérative de la rétine qui rend inexorablement aveugle, la choroïdérémie, qui est une maladie orpheline qui n'a pas encore de traitement sur le marché, donc dont les malades ne guérissent pas. Et alors là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait Pépère, là, il est en train de nous plomber l'atmosphère. Non, rassurez-vous, on va aller vers du positif. Donc, disais-je, le jour où je t'ai parlé de Sébastien, qui est un garçon que j'aime beaucoup, qui est courageux, entreprenant, qui est un battant, qui cherche à faire en sorte que son handicap soit une force et non une faiblesse, malgré toutes les difficultés et la souffrance que ça peut représenter, qui a d'ailleurs monté une association, le SJKB, qui est invité régulièrement ici et là pour parler de sa maladie, et qui essaie d'organiser des événements. Quand je t'ai parlé de lui, et de ce projet pour la concrétisation duquel il se bat et pour lequel j'essaie de l'aider. Ce projet qui doit être une manifestation destinée à la fois à faire connaître sa maladie, à sensibiliser les gens au handicap et à récolter des fonds pour la recherche médicale. Ce projet qui sera une exposition de photos de personnes handicapées de la vue, comme lui, lesquels ont écrit un texte pour parler de leur parcours et de la manière qu'ils ont eu de surmonter ce qui est une épreuve terrible. Et cette exposition sera colorée par Dragon Ball Z, car tous les comédiens de la VF de Dragon Ball Z ont accepté d'enregistrer ces textes, qu'on pourra donc entendre ce jour-là. Et ils ont accepté d'être présents. On sera une bonne dizaine, ce qui est exceptionnel, de telle sorte qu'on pourra échanger avec les fans de la série, on pourra signer des autographes et dédicacer des dessins des personnages qui seront vendus aux enchères, dessins exécutés par divers artistes, et alors là, j'y arrive. Oui, quand je t'ai parlé de tout ça, tu as tout de suite accepté de nous faire spécialement des dessins, malgré le fait que tu as beaucoup de travail. Tu n'as pas hésité, tu as répondu tout de suite présent, et tu as commencé immédiatement à nous faire des dessins. Alors voilà, je voulais te dire que ça m'a beaucoup touché. Je voulais t'en remercier publiquement, chaleureusement, en mon nom, bien sûr, mais aussi et surtout au nom de Sébastien et de toutes ces personnes handicapées. Voilà donc qui est fait. Je t'embrasse très amicalement. Ah, Eric le grand Eric. On a eu la chance de se rencontrer à Cartoonist en 2013. C'est un personnage absolument incroyable, un comédien superbe. Évidemment, nous on le connaît par rapport à la voix de Seyar ou la voix de Vegeta dans Dragon Ball. On s'est rencontrés sur ce festival, il est venu sur le stand très simplement et puis on a commencé à discuter, il s'est assis avec moi, je dessinais, on discutait tous les deux et puis rapidement, il y a eu plein de monde autour de nous pour écouter les conversations et on est resté là à discuter pendant 2 heures. C'était un super souvenir et depuis on est resté vraiment en contact, petites choses de la vie aussi qui nous ont rapprochés et j'ai hâte de pouvoir le retrouver sur un festival aussi et partager avec lui ce dont il parlait pour l'association de Sébastien. Et la réunion de tous les comédiens de doublage de Dragon Ball. J'espère que ça pourra se faire rapidement lorsque les conditions sanitaires le permettront. En tout cas, Eric, je te fais un gros bisou. Coucou Jérôme, un grand bravo pour cette sortie du tome 3 d'Albator. Je voulais te faire des gros bisous et puis chaque fois qu'on me dit Jérôme Alquier, voilà, je voulais te dire, ça me rappelle... un merveilleux souvenir que nous avons vécu ensemble à Aix dans un centre commercial où toi tu étais armé de papier et de crayons et moi d'un micro dans lequel je criais
Nuage magique ou Kamehameha toute la journée, et que toi, pendant ce temps-là, tu accueillais le public et faisais les dessins qu'on te demandait de Goku, Gohan, Goten, Trunks, ces 18 Videl, et que tu faisais ça à main levée, et qu'après on signait tous les deux. Les gens étaient ravis, jusqu'à ce qu'il y ait un petit garçon qui te demande « Oh, tu peux me dessiner un oui-oui » C'est vrai. Non, c'est comment oui-oui. Et du coup, on était obligés de tricher, de regarder sur Internet comment c'était les oui-oui à dessiner, et que tu t'en étais merveilleusement sorti. Une question, Jérôme. Imagine qu'on invoque Shenron et qu'il te propose de faire un vœu artistique. Ce serait lequel ? Ah, alors du coup, c'est une question qui rejoint ce qui avait été dit tout à l'heure, mais c'est vrai que j'aime bien aller chercher les trucs. Mais allez, si on me donne un petit vœu, une lettre au Père Noël, etc., ce serait de pouvoir renouveler l'expérience de Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia aux éditions Kana, c'est-à-dire des adaptations de dessins animés sur d'autres séries qui sont tellement chères à mon cœur. La vôtre que vous faites avec Dragon Ball, évidemment, en fait partie, et les Chevaliers du Zodiaque en font partie. Ulysse 31 en fait partie, et c'est vrai que c'est peut-être vers celle-là que j'aurais besoin d'un petit vœu. J'aurais peut-être besoin d'un petit peu de Shenron pour cette série-là. Ah, Brigitte, elle est extraordinaire, Brigitte. Toujours le sourire, un dynamisme incroyable en festival. C'est toujours un vrai plaisir de la voir. Et c'est vrai que c'était un super souvenir aussi, cette journée un peu spéciale où on était dans une galerie marchande proche de Noël. On se demandait mais qu'est-ce qu'on fait là ? On va gêner tout le monde qui fait ses courses de Noël et tout. Et puis au bout de 3 minutes de nuages magiques et de Kamehameha, il y avait une populace devant elle qui était là pour partager ce moment avec nous. Ah, c'est vrai que c'est un super souvenir et on peut pas s'empêcher d'en parler à chaque fois qu'on se voit. Brigitte, tu es la meilleure, je te fais des énormes bisous. Merci pour ton message. Ah, Jérôme. Ah, Jérôme Altier. Ah, Jérôme Altier ou oui, Altier, pas Albator. Oh non, c'est extraordinaire ce que tu fais. Non, je ne sais pas quoi te dire. J'ai beau être Freezer, j'ai beau être Piccolo, j'ai beau être Oolong, j'ai beau être Babidi, je ne trouve pas les mots. Non. Tu es le Léonard de Vinci du manga. Non. Je t'adore, mon petit Altier, je t'adore. Non, vraiment, Jérôme, je ne sais pas comment te dire. Je ne sais pas, je ne trouve plus les mots. Toi, ce qui est formidable, c'est que tu trouves et les mots et les dessins. Moi, je ne trouve ni l'un ni l'autre. J'ai que ma pauvre voix pourrie. En tout cas, bravo. Bravo, Freezer te dit bravo, Piccolo te dit bravo. Oolong, il est fort, très fort, très fort, Jérôme Altier. Et Babidi dit oh, génial, tu es génial, Jérôme, tu es génial. Un grand merci, Philippe, pour ton message qui respire l'objectivité absolue. Hein. Je pense que l'amitié y est pour beaucoup là-dedans. C'est vrai qu'on s'est rencontrés aussi sur un festival il y a quelques années, et puis derrière il y a une forte amitié qui est née de ça. C'est un gars exceptionnel. On le connaît bien sûr pour sa voix dans Dragon Ball, mais il a des milliers de cordes à son arc, Philippe. Un chanteur exceptionnel, une culture encyclopédique sur le cinéma, Monsieur Cinéma d'ailleurs. Philippe, il mérite vraiment d'être connu. En tout cas, je t'embrasse très fort, Philippe, et au plaisir de se revoir très bientôt. Merci pour ton message. Jérôme, c'est Richard Darbois, ton capitaine Albator. Voilà, que tu m'as fait revivre avec plaisir pour tes albums, pour la promotion de ces 2 premiers albums que j'ai adorés. Vraiment, je lisais les répliques d'Albator et ça me ramenait quelques 30 ans ou plus en arrière. Voilà, je voulais te faire juste un petit coucou et te dire à bientôt. Richard, un très grand merci pour ton message, et tu le sais, un très très grand merci aussi pour avoir accepté de participer à l'aventure d'Albator et d'avoir de nouveau prêté ta voix comme tu l'avais fait il y a, une petite 40aine d'années. C'est un énorme cadeau que tu as fait à tous les fans, et vraiment un énorme cadeau aussi que tu m'as fait à moi. Je t'en remercierai jamais assez, et je t'embrasse très fort.